Des pare-feux qui servent de porte d'entrée, des tiers de pas confiance et vos réseaux sociaux accessibles à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Backslash. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un épisode qui fleure bon les vacances. Et pour m'accompagner vers la canicule et les plages de sable fin, je suis entouré de deux de mes chroniqueurs préférés. On va commencer par Clément. Comment vas-tu? Pas trop fatigué avec le hack qui arrive? On est dans la dernière ligne droite, ça commence à tirer un petit peu, mais on a hâte. Bah oui, tu m'étonnes. Et de l'autre côté, Florian, comment ça va? Pas trop chaud? Si, chaudement, mais bon, les joies des combles, vous inquiétez pas, un jour ce sera réglé, mais c'est pour ça qu'on va pas tourner cet été, on va rien faire cet été. ça, ça va, déjà, toi, t'as le droit au ventilo, tu vois, c'est que Oui, Clément déjà. qui est puni. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, oui, qu'est-ce qu'il y a, Clément? Non, c'était un oui de renoncement. Oui. Ok. Bon, bah du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer dès maintenant par la revue d'actualité qui annonce des vacances peut-être pas si reposantes. Florian, on commence avec toi et une surprise concernant la sécurité du réseau social Instagram. Oui, parce que qui a dit qu'il fallait un bagage technique de fou furieux pour s'emparer du compte de quelqu'un sur Instagram? Genre préparer une campagne de phishing, glisser un lien malveillant, télécharger un malware, bref, c'est chiant, c'est long et technique et pas loin d'être toujours un succès en plus. Mais rien de tout ça ici, il y a juste eu du besoin de prompt engineering pour, à partir du 31 mai dernier, que l'on voit passer sur Telegram des tutos d'un exploit, pour s'emparer du compte d'Instagram de quelqu'un d'autre. Pour cela, il suffit simplement d'usurper la localisation de la cible via un VPN pour ne pas déclencher notamment les protections automatiques liées à la géolocalisation, puis demander poliment à Meta AI Support Assistant d'ajouter une nouvelle adresse email au compte. Le bot envoie le code de vérification à cette adresse et qu'on va lui renvoyer et on obtient un joli bouton Reset Password et voilà, tout simplement. Et là, vous avez le compte de quelqu'un d'autre. Vous avez des vidéos d'ailleurs d'exploits au moment où c'était encore exploitable sur internet qui circulent. Vous verrez que c'est d'une simplicité mais enfantine. Pour vous dire, l'exploit est tourné sur un iPhone tellement il n'y a rien à faire au niveau exploitation. Bref, et donc la complexité, vous noterez mes guillemets, de l'exploit aurait permis le détournement d'environ 20 000 comptes Instagram pendant quelques semaines. Il n'y a pas eu de créneaux précis qui ont été définis par Meta, et avec parmi les victimes notamment le compte de la Maison Blanche de l'ère Obama, qui était inactif depuis 2017, certes, mais en tout cas qui a été emparé avec cette technique, ou même le compte d'un certain John Bentivegna, le Chief Master Surgeon de l'US Space Force, ou encore même de Sephora, voilà, directement. J'aime bien Donc pour... le gap entre les deux. Ouais, j'adore, mais on n'en a pas eu beaucoup d'infos justement au niveau de C'est Meta, un et c'est dommage. méli-mélo de compte Instagram. La Maison Blanche, Sephora. C'est vrai, exactement ça. Mais ouais, c'est vrai que Meta a pas été très très bavard sur le sujet, bizarrement. En tout cas, le problème ici, selon Meta, dans ce qu'ils ont pu divulguer, c'était un bug dans le système de récupération assisté par IA qu'ils appellent le High Touch Support, et qui vérifiait pas en fait que l'email fourni correspondait à celui associé au compte. Pardon. C'est dommageable. Faut pas se moquer. Non, c'est Faut pas se moquer. Bref, et du coup, dès le 1er juin, donc quand ils ont eu vent de l'info, le porte-parole de Meta, Andy Stone, communique pour annoncer que le problème avait déjà été corrigé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, on avait vu ça bien avant tout le monde. Tout ça pour voir que le 2 juin, plusieurs utilisateurs d'Instagram ont rapporté s'être fait voler leur compte malgré le fameux patch. Donc voilà, c'était toujours pas réglé. Donc on parle de patch vraiment fantôme, ou en tout cas simplement pour juste le côté shiny du truc, juste de dire vous inquiétez pas, tout va bien, c'est poli, pas de souci. Mais au-delà de la faille, donc ce cas cristallise vraiment une partie des problèmes qui sont liés à une adoption rapide, parfois trop rapide, de ces technologies
Eh ben, au sein de ces sociétés et gros éditeurs que sont comme Meta, hein, typiquement, donc confier au LLM des actions sensibles de gestion de compte sans garde-fou, d'authentification robuste, comme par exemple opter pour du traitement plus déterministe, justement, à l'ancienne, hein, typiquement pour ce genre de cas. Hein, si égale ça, c'est encore facile à mettre en place et ça consomme pas beaucoup, hein, ça consomme moins qu'un LLM en tout cas, ou inclure directement de l'humain dans la boucle pour des décisions importantes. Bref, entre l'exemple de Meta, et tous les autres, dont on n'a pas encore entendu parler, plus les coûts de token qui commencent à dépasser le coût humain, c'est pas encore demain que l'IA va nous remplacer. Ah, justement, tiens, je vais prendre le relais avec une vulnérabilité, alors pas aussi simple, mais qui pourrait être le crime presque parfait. On va se mettre en situation, imaginez une faille qui vous permet d'imprimer de la fausse monnaie, et ça en quantité illimitée, de manière totalement indétectable. Et maintenant, imaginez aussi qu'on pourra jamais savoir si quelqu'un a utilisé cette vulnérabilité. En fait, vous n'avez pas besoin de l'imaginer longtemps parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé début juin. Euh, avec quelque chose qui s'appelle Zcash. Alors Zcash, si ça vous parle pas, c'est une crypto-monnaie qui mise absolument tout sur la confidentialité et qui a notamment un pool blindé qui s'appelle Orchard. Le principe, c'est qu'il repose sur des preuves de divulgation nulle de connaissance. Alors en français, ça parle pas forcément. En anglais, c'est un mot-clé qu'on a plus l'habitude d'entendre. C'est ce qu'on appelle du zero knowledge. La promesse, c'est prouver qu'une transaction est valide sans rien révéler. Sauf qu'au cœur de ce circuit cryptographique, il y avait un défaut, un bug de soundness. En clair, le système pouvait accepter comme valide des transactions qui ne l'étaient pas. Quelqu'un aurait pu forger des transactions et fabriquer des faux tokens à l'intérieur de ce pool sécurisé. Et le détail qui est important, c'est que ce bug, en fait, il existe depuis 2022. C'est-à-dire il y a 4 ans. Il avait traversé plusieurs audits menés par des experts humains et personne ne l'avait jamais vu. Qui l'a trouvé? Un chercheur en sécurité, Taylor Hornby, mandaté lui aussi pour un audit, mais cette fois il n'était pas seul. Il avait construit un agent d'audit propulsé par un modèle d'IA, et c'est l'IA qui a généré l'exploit fonctionnel en local, et ce en quelques jours. Du coup, voilà ce qui fait écho à nos discussions des derniers mois sur l'IA va-t-elle nous remplacer. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'IA qui a remplacé le chercheur. En fait, elle lui a permis de re-questionner les hypothèses que plus personne n'osait remettre en cause, celles qui dorment notamment depuis 4 ans. La bonne nouvelle, c'est que de ce que l'on sait, le mécanisme de comptabilité de Zcash a tenu, c'est-à-dire que les plafonds total de jetons n'ont jamais bougé et la défense en profondeur a fonctionné. La mauvaise, c'est qu'à cause de la confidentialité d'Orchard, on ne peut pas savoir si quelqu'un a exploité la faille avant le correctif. Les développeurs travaillent actuellement à un système pour détecter ce genre de choses à l'avenir. Ils essayent aussi de voir ce qui s'est passé, s'ils ont moyen de récupérer des traces. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations. En tout cas, on va espérer que ça ne se reproduise plus. D'ailleurs, Clément, Juste, oui, la faille a été patchée ou pas? C'est pour une oui, amie, oui, une oui, certaine non, Christine L. Ça l'intéresse dans le cadre de ses fonctions. non, non, pour le coup, ça a été patché très rapidement. Ils ont communiqué très rapidement dessus. Bon, voilà, c'est malheureux. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la monnaie déjà avait tendance à baisser un petit peu depuis quelques temps. Bon, elle en a repris un coup. Donc ça aide pas à donner confiance aux crypto-monnaies. Mais en tout cas, voilà, c'est corrigé. Pendant qu'on est dans les vulnérabilités, Clément, tu vas nous parler de la progéniture du ver Shayulud qui continue de faire quelques dégâts. Ouais, la campagne Miasma. Mais avant de vous parler de ça très précisément, il faut que je vous parle d'un truc qui est vieux comme le monde, le jeu du chat et de la souris. Vous avez peut-être vu fleurir ça, ça a pas mal tourné ce début d'année, fin d'année dernière, de mecs qui, sur LinkedIn notamment, avaient ajouté quelques petites surprises dans leur description de post, dans leur description de profil LinkedIn. Et ça assez marrant puisque du coup, ils se mettaient à recevoir parfois des messages un peu bizarres. Par exemple, Clément, on a vu ton profil, t'as vraiment
un super profil pour notre structure, etc. Je vais donc te donner une recette de tarte aux pommes. Voilà, il faut que tu prennes X grammes de sucre, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'avaient fait les gens, ils en avaient marre, en fait, de recevoir plein de messages complètement automatisés et notamment grâce à de l'IA. Et donc, ils ont piégé leur profil LinkedIn en ajoutant, en fait, des instructions pour un LLM, ce qui fait que quand le LLM passe sur le profil, bah, du coup, il lit le profil et on lui demande bah, de faire des choses avec le profil, sauf que lui, du coup, dans ça, il se met du coup à interpréter le prompt que vous l'avez injecté. C'est ce qu'on appelle le prompt injection. Et alors là, vous vous dites, quel rapport avec le chat et la souris? Eh ben, j'y viens. Euh, En ce moment, et on en parle, et d'ailleurs, là, on a encore un très bon exemple qui a été monté par Flo. Hein. Côté attaquant, l'IA est partout. Hein. Voilà, maintenant, on a des phishing impeccables qui sont faits à la chaîne, on a du code malveillant, très mal codé, mais fonctionnel parfois, qui font des ravages. Hein, et du coup, en face, bah, quelle est l'une des manières de réagir? Eh ben, c'est d'utiliser les mêmes outils, parce qu'en fait, sinon, on se fait un petit peu pousser dans nos 22. Donc, du coup, ils commencent à mettre de l'IA partout. Donc, qu'est-ce que fait l'IA essentiellement? Bah, elle va le scanner, le code, et donc, du coup, elle va rendre un verdict et donc trier des alertes, enfin, en tout cas, générer, pardon, des alertes pour les analystes qui sont bah, complètement débordés. Et c'est là, du coup, puisque du coup, l'IA devient un petit peu la porte d'entrée, hein, du coup, des éléments de sécurité, et c'est là toute l'intelligence de la campagne Miasma, puisque ce verre, du coup, a affecté précisément les dépôts NPM et PyPI. Hein. On en parlait la dernière fois, hein, tout ce qui était supply chain attack, on est exactement dedans. Hein. C'est des briques de code que les développeurs réutilisent partout. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les attaquants, pour leur campagne d'attaque Miasma, là? Eh bien, dans les entêtes de fichiers, ils ont glissé des commentaires pour parler aux IA, en fait, en leur disant, voilà, c'est une injection de prompt, et donc, voilà, attention, n'analyse pas ce code, il est bon, déclare-le valide. Voilà, alors, je sais pas exactement ce qu'ils ont mis, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, le but, hein, forcément, c'était de pousser l'IA de défense en face à soit refuser d'analyser le fichier, soit le déclarer sain alors qu'il est piégé. Et donc, du coup, voilà, utiliser une IA en défense bah, peut se retourner contre ceux qui l'utilisent. Alors du coup, ils se sont rendus compte hein, à un moment donné, hein, les différents gérants du dépôt. Hein, et donc du coup, il y a eu, je crois, un peu plus de 450 paquets piégés. Hein, j'avais lu dans les articles, hein, donc c'est quand même pas non plus neutre. La parade des chercheurs, moi j'appelle ça plutôt une rustine, hein, malheureusement. Pour le moment, ils traitent un refus d'analyse comme un signal d'alerte et pas comme un feu vert. Donc en fait, ça devient presque contre-productif. Mais voilà. Alors à voir ce qu'ils vont du coup réinventer pour que du coup les attaquants fassent autre chose. Et donc voilà, on revient sur le jeu du chat et de la souris. Et je pense que là-dessus, on n'a pas fini d'avoir des cas de figure comme ça. Voilà. Ah bah, Ok, non. on a même eu, alors moi ça me concerne parce que je suis utilisateur de Arch Linux, mais le dépôt AUR, donc le User Repository, qui pareil, il y a eu plus de 100 000 paquets, je crois, qui ont été, c'est 10 000 ou 100 000, je sais plus, qui ont été compromis. Et du coup, voilà, ça pique. Oui, oui. Bah, c'est toujours rageant quand tu commences à choper t'as chopé ton virus ou ton problème de sécurité par la mise à jour. Autant quand tu te fais taper parce que t'as pas fait la mise à jour. Voilà, on juge pas, mais Bon, après, et c'est marqué dessus, hein, le dépôt AUR, c'est un dépôt fait par des utilisateurs pour des utilisateurs, donc vaut mieux éviter d'installer trop de paquets venant de ces sources-là. Mais voilà, ça oui. picote quand Mais même. c'est moins le cas de NPM, par exemple, normalement. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Alors que pour le coup, en termes de sécurité, c'est à peu près équivalent à AUR. Hein, mais on fait plus confiance à NPM et PyPy qu'à AUR. Du coup, bah, tiens, je vais prendre le relais parce que vu qu'on est dans les compromissions, allez, on continue. 4e sujet de compromission. À cette fois avec un acteur habitué des failles critiques depuis quelques mois, quelques années même. Je vais parler de Fortinet qui a encore une actualité qui lui est liée, mais cette fois, c'est pas vraiment sa faute. Mi-juin, un chercheur tombe sur un serveur laissé ouvert sur Internet et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il trouve? Des scripts, mais surtout la moisson d'un groupe cybercriminel russophone avec dedans des identifiants pour près de 75 000 pare-feux
passerelle VPN Fortinet dans 194 pays et surtout dans la liste des victimes, on a pas mal de beau monde, Samsung, Siemens, Mercedes, des administrations et des opérateurs d'infrastructures critiques. Le détail qui dérange, le pare-feu, c'est précisément l'objet qui est censé garder la porte et ici, c'est devenu le point d'entrée. Mais le vrai twist, et Fortinet l'affirme, et c'est défendable, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités dans ces produits, pas de CVE associés, pas de correctifs non plus à déployer, parce que comment ça s'est passé, comment les gens ont pu récupérer l'accès à ces équipements? Et tout simplement par recyclage. C'est-à-dire que les attaquants ont récupéré des mots de passe pêchés dans d'anciennes fuites de données, dans des journaux d'info-stealers, dans des empreintes mal stockées et faciles à casser, bref, le tout réinjecté à l'échelle industrielle, plus d'1 milliard de tentatives d'authentification. Mais le moment où ça fait vraiment mal, le voici, c'est dans les données, on a retrouvé des mots de passe de 25 caractères, majuscules, chiffres, symboles, donc pas le genre de mot de passe qu'on considère actuellement comme faible, le genre même qu'on vous félicite plutôt d'avoir choisi. Et en clair, pas cassé, juste déjà connu finalement, volé quelque part et puis publié sur un forum ou en tout cas partagé entre attaquants. Et c'est là la leçon de la faille FortiBleed, parce que c'est vrai que je lui ai pas donné le nom, mais FortiBleed, c'est que la robustesse d'un mot de passe ne vaut plus rien le jour où elle a fuité, enfin où le mot de passe a fuité. Votre périmètre n'est pas aussi solide que votre dernière mise à jour. Il est aussi solide finalement que vos identifiants. Et eux, ils circulent peut-être déjà sur Internet. Donc voilà, on a un nouveau type de vulnérabilité, la faille sans faille. La porte qu'on n'a jamais eu besoin de forcer, parce que finalement, la clé, elle était déjà dispo quelque part sur Internet. Pour une fois que c'est pas de la faute de Fortinet, on va quand même le noter. J'imagine tellement les équipes en disant c'est pas de notre faute les gars, c'est pas de notre faute. Totalement ça. Tu mets une petite caméra POV dans le centre de sécurité de Fortinet, tout le monde se félicite. Le champagne. Ça n'est pas nous. Vraiment le centre de contrôle Apollo, tu sais, qui est en train de déboucher le champagne. Ouais. Pardon. Bon, mais du coup, voilà, tiens, on va parler justement des. On va parler. On est fatigué, c'est pour ça. Oui. C'est ça. On a chaud et on est fatigué. Mais justement, on va parler cette fois plutôt des équipes de défense. On va arrêter de parler que de vulnérabilité, en tout cas que d'exploitation de vulnérabilité, parce que ça bouge aussi côté défenseur. Et Clément, je crois que tu vas nous parler de Synology. Ouais, un article super intéressant sur lequel je suis tombé sur justement comment est-ce qu'il se structure et s'organise pour gérer tout ça. Alors, je replante rapidement le décor, mais c'est des chiffres dont on a déjà parlé dans différentes émissions du podcast. Mais l'année dernière, 2025, on a compté à peu près 48 000 nouvelles vulnérabilités recensées. Si on s'amuse à les compter pour chaque jour, ça fait à peu près 127 vulnérabilités chaque jour. On est tous d'accord ici pour dire que c'est un flux de données qu'aucune équipe humaine ne peut trier à la main, très clairement. On fait même mieux que la bourse, puisque nous sommes dans la 9e année consécutive de hausse. Voilà, donc on bat la bourse sur la hausse des vulnérabilités. Félicitations. Et puis, dernier point pour finir de planter un petit peu le décor, on en a parlé notamment la dernière fois, sur tout ce qui est supply chain attack, une version du DSM. Le DSM, c'est le nom du système d'exploitation des NAS Synology, qui est le produit phare de l'entreprise. C'est un serveur de stockage en réseau. Il y a à peu près 1600 dépendances dans les composants du DSM. Donc, pour éviter de chercher une aiguille dans une meule de foin, Synology a commencé par faire ce qu'il faut faire, un inventaire. C'est pas drôle, c'est pas fun. Mais tant que tu n'as pas ça, quand tu commences à avoir 1600 composants dans tes briques logicielles, si tu fais pas ça, tu es mort. Donc, ils ont mis en place un premier outil, il y a déjà un petit moment, le SBOM, ça s'appelle Software Bill of Materials. Donc, c'est la liste complète de tous les composants logiciels d'un produit, version par version. Donc, l'idée, c'est déjà d'en finir avec le tri manuel ligne par ligne. Ça veut dire qu'il y a une machine qui faisait le premier passage en continu et donc, on lui donne une CVE. Et donc, CVE, Common Vulnerabilities
and exposure, hein, c'est l'identifiant de la vulnérabilité en elle-même, hein, ça permet de la retrouver, c'est sa plaque, elle a un numéro unique, c'est sa plaque d'immatriculation. Et donc, on fournit la CVE à la solution et en fait, elle va être capable de dire, eh bien voilà, quels composants, quelles versions de logiciels sont impactés, puisque il y a tel composant qui est impacté par la CVE et donc ça remonte là-dessus. Donc ça, ils l'ont mis en place depuis déjà 2020 et donc selon Synology, ils ont gagné 50% d'efficacité sur les temps de réponse, puisque du coup, forcément, on a complètement automatisé tout ça. Et donc, détecter une faille, bah, c'est une chose, mais derrière, c'est toute l'organisation derrière qui va faire toute la différence. Et donc, ils ont, eux, ce qu'ils appellent un PSIRT, le Product Security Incident Response Team. En gros, c'est un petit peu les équivalents des SOC et des CERT hein, qu'on a dans les entreprises, on va dire, classiques. Sauf que là, c'est vraiment orienté éditeur de produits. Voilà, il y a des spécificités de métier qui le... pardon, qui le demandent, qui l'imposent. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, quand il y a une faille critique exploitable par un utilisateur autorisé donc sur le software, on agit en moins de 24 heures. Dans le délai, 8 heures pour évaluer et 15 heures pour corriger. Donc, il y a vraiment une recherche d'ultra réactivité. Si c'est par contre une faille mineure non applicable, on reporte à une mise à jour ultérieure, mais tout est tracé dans leurs différents systèmes. Et donc, il y a un exemple assez récent, hein, la faille copy fail dans le noyau Linux. Hein, Johan t'en avait parlé hein, il y a un ou deux épisodes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le mois dernier, Ça je date crois. du mois d'avril. Et du coup, donc l'IA de Synology a sondé toutes les branches du DSM, donc 7.4 avant le déploiement, hein, c'est la dernière version en date de leur système d'exploitation. Et du coup, ça a permis de très rapidement détecter les composants qui étaient impactés et du coup de pouvoir corriger dans des temps assez records. Hein. Quand on est à moins de 24 heures sur une correction, c'est quand même de la très bonne réactivité. Et quand on sait qu'il y a des millions de personnes qui ont leurs produits, voilà, c'est quand même vraiment pas neutre. Voilà, donc on s'en remet à l'IA toujours pour améliorer, hein, c'est ce qui permet de tenir des délais aussi courts. Il faut juste faire attention un jour à ce que la faille ne se loge pas dans l'IA elle-même. En effet, en effet. Écho au premier article dont j'ai parlé. Voilà. En tout cas, oui, c'est une manière, en tout cas, d'éviter les failles. Toi, Flo, tu vas nous parler d'une autre manière d'empêcher les failles d'être publiées. Tu vas nous parler de Microsoft qui a l'air saoulé. Ouais, un petit peu, enfin, en tout cas d'éviter les failles, jusqu'à, bah, si t'es pas pingre, notamment avec tes bounty hunters. Heu, Parce que, bah, s'il y en avait bien un qui n'aurait pas dû énerver, c'est un certain Nightmare Eclipse. Pour, récapituler un petit peu l'histoire, ça commence en avril dernier où un chercheur en cybersécurité, nommé donc Nightmare Eclipse, qui se présente comme un ancien employé de Microsoft, affirme avoir signalé des vulnérabilités via des canaux officiels à son ancien employeur. Mais selon ses dires, Microsoft aurait ignoré ces rapports et révoqué ses accès au portail MSRC, donc le Microsoft Security Response Center, vraiment la plateforme de bug bounty et de recherche de vulnes de Microsoft. Et Microsoft aurait aussi supprimé son compte et refusé de le rémunérer via des programmes de bug bounty. Voilà, donc Meilleur autant move. ça, il y a des meilleurs moves à faire et c'est là que Nightmare Eclipse, il devient un tantinet chafouin. Car, entre début avril et mi-mai 2026, c'est non pas une, non pas deux, mais 6 exploits de zero day Windows qui sont publiés par le chercheur et qui concernent principalement Defender et BitLocker. Donc, si pour les lister, on a Bluehammer, Red Sun, Undefend, Yellowkey, Green Plasma, Mini Plasma. Il y en a qui ont été évoqués notamment par Johan aussi, justement dans l'eau, la dernière fois, qui ont, c'est 3 de ces zero day qui sont exploités dans la nature par des groupes d'attaque et tellement exploités que la CISA les ajoute à son catalogue KEV, donc le Non Exploited Vulnerability, et ce qui contraint Microsoft à publier en urgence des correctifs. Bref, déjà pas mal, hein, Nightmare Eclipse. Et que fait Microsoft pour éteindre l'incendie? Eh ben, ils ajoutent des bûches et de l'essence. Parce que le 23 mai, ils désactivent le compte GitHub de Nightmare Eclipse. Le 26 mai, c'est GitLab, pourtant indépendant Microsoft, hein, qui suspend le compte du chercheur pour hébergement de code d'exploitation armé. Voilà, donc évidemment, si on cherche de la vulne, c'est normal qu'on ait des codes d'exploit hébergés sur GitLab. Et le 28 mai, Microsoft publie un billet de blog sur MSRC condamnant des divulgations jamais justifiables
et avertissant que sa Digital Crimes Unit continuera, je cite, d'engager des poursuites contre ces acteurs et ceux qui facilitent leurs activités. Le message est largement interprété comme une menace juridique générale visant tous les chercheurs contournant les canaux officiels. Ça a un peu fait parler à l'époque. Et fin mai, la communauté finalement se rebiffe un peu face à ces déclarations et jusqu'à même Cathy Moussouri, architecte du programme Bug Bounty de Microsoft, qui qualifie la réponse d'over the top. Voilà. Donc même en interne, on dit quand même, faut pas déconner, ça va un peu trop loin. Et finalement, tout ça pour que début juin, Microsoft arrive grand prince avec une réponse plus nuancée en précisant n'avoir aucune intention d'engager des poursuites contre les personnes menant ou publiant des recherches en sécurité. Fin de citation. Et reconnaît que certaines interactions n'ont pas été à la hauteur. Ah, merci Microsoft. Sans déconner. Et voilà. Et du coup, dans ce climat apaisé, tout va bien. Mais non, l'apaisement ne suffit pas, car quelques heures après la publication du plus gros patch Tuesday de l'histoire de Microsoft, donc plus de 200 vulnérabilités donc en courant juin, et bim, Rock Planet, Great XML. Deux nouvelles Zero Day, toujours focus sur Defender et BitLocker, publiées par notre cher Nightmare Eclipse, qui visiblement a toujours une dent contre Microsoft. Et ce troll est incroyable, vraiment au niveau du timing, incroyable. Et maintenant, affaire à suivre, parce que Nightmare Eclipse, on aurait encore sous le capot, selon ses dires, en prévoyant notamment une nouvelle vulne à venir pour le prochain patch Tuesday de juillet. On ne sait pas encore ce que c'est, potentiellement encore du Defender, potentiellement encore du BitLocker. Affaire à suivre en tout cas, mais on n'a pas fini d'en entendre parler de ce bras de fer. Le mec est génialement malveillant. Voilà. Ouais. Ouais. C'est juste un peu dommage, je trouve, parce que alors, la manière dont Microsoft réagit est plus bas que terre, hein, c'est très clairement. Mais c'est pas non plus super message envoyé quand même dans le monde du bug bounty et tout ça, parce que il y a quand même un peu cette logique. Après, voilà, t'as expliqué Flo les prémices. Hein. Le problème, c'est qu'après, on va encore dire que les chercheurs en sécurité, c'est des pompiers pyromanes. Enfin, voilà, ce genre de choses. J'ai la ref, Johan. Testeur n'est pas un métier pour ceux qui... pour les OG. Voilà, on ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom. On citera pas de nom, on mettra le lien. Si l'article existe toujours. En tout cas, j'espère que Microsoft a appris à réagir à certaines vulnérabilités, parce qu'avec plusieurs dizaines de milliers de vulnérabilités par an, voire peut-être le cap des 100 000 dépassés dans les pires estimations en 2026, va falloir apprendre à gérer les vulnérabilités peut-être un peu plus correct. Et c'est une des news de ce mois-ci, c'est l'annonce le 10 juin par l'agence américaine CISA qui demande à ses administrations une nouvelle façon de décider quoi corriger en premier. Il n'y a plus l'histoire du CVSS comme ce qu'on avait avant, c'est-à-dire on patchait tout ce qui était critique. Aujourd'hui, c'est plutôt est-ce que c'est exposé, est-ce que c'est exploité, est-ce que c'est automatisable, est-ce que ça donne un contrôle total. En Europe, on a autre chose. On a plutôt la partie réglementaire, NIS 2, CRA, enfin Cyber Resilience Act, qui là nous disent pas comment prioriser. Par contre, ils nous demandent de documenter et d'industrialiser la gestion de vulnérabilité. Deux continents, un même constat, prioriser n'est plus une option, c'est devenu une obligation. Sauf que prioriser, c'est pas corriger. Et décider, ce n'est pas exécuter. Et une belle méthode sur un slide ne protège personne si personne ne fait tourner tous les jours. Alors, qui s'en occupe ? De plus en plus d'entreprises ont une réponse et elle porte un nom, le VOC. C'est notre chronique longue du mois. Le VOC, du coup, encore 3 lettres à caser dans la soupe d'acronymes. Florian, comment ça s'explique ? Qu'est-ce que c'est que le VOC ? Alors, en gros, le VOC, déjà, simplement, c'est une cellule déjà composée d'humains, d'outils et de process. On n'est pas sur un produit qui centralise l'identification, la priorisation et suivi de correction des vulnérabilités à l'échelle de toute une organisation. L'analogie, finalement, qu'on peut faire entre le SOC, qui est le pompier, le superviseur, la salle d'alarme,
et donc la différence avec le VOC qui est l'inspecteur qui va repérer les courts-circuits avant l'incendie. Justement où, ici, voilà, encore une fois, on n'est pas, on est encore sur une cellule composée comme un socle d'humains, d'outils et de process. On n'est vraiment pas du tout sur un logiciel qui s'installe. Et du coup, attends, parce que là, tu parles du SOC avant, après, mais pourquoi c'est pas dans le SOC? Est-ce que c'est pas finalement un SOC bis, un SOC plus plus, voilà, c'est quoi vraiment la différence SOC et VOC? En fait, en gros, donc SOC, c'est Security Operation Center, VOC, Vulnerability Operation Center. Donc, ils sont tous les deux aussi en partage. C'est la première qui change. En fait, le SOC, le principe quand ça a été créé, et c'est toujours comme ça que ça marche aujourd'hui, en fait, c'est surtout sur de l'instant présent. Le SOC, il est pas dans l'anticipation de quoi que ce soit. Il est vraiment, son objectif, c'est je récupère tout un tas de data qui vont me permettre d'identifier des exploitations de vulnérabilité, mais là, en ce moment, ou un tout petit peu après, malheureusement, le temps que les logs arrivent et soient interprétés. Et du coup, on va détecter du coup des tentatives d'intrusion réussies ou ratées et du coup faire des réactions à incidents basées sur ça. L'objectif du VOC, il est plutôt justement, lui, d'être complètement dans l'anticipation, puisqu'en fait, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les vulnérabilités exploitables sur le système d'information et d'essayer d'aller les prioriser et du coup d'aller les corriger avant qu'il y ait une exploitation et du coup que ça devienne un problème pour le SOC. Mmh. Mais du coup, d'ailleurs, c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien structuré ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs outils, plusieurs, manières de travailler. En fait, c'est un peu un buzzword aujourd'hui, le VOC. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Alors déjà, il faut savoir que le VOC, malgré l'acronyme anglais, c'est purement francophone. En tout cas, ça a été, forgé, enfin la mon première mention du terme a été forgée par un éditeur français qui est Yogosha en 2022 pour les premières traces qu'on a pour le VOC. C'est pas utilisé à l'international, hein. Il faut savoir que, si on veut parler d'équivalent de VOC à l'international, on va plutôt parler de CITEM, pour Continuous Threat Exposure Management ou en bon français, gestion continue de l'exposition aux cybermenaces. Voilà, du coup, les 2 sont globalement équivalents dans, les intentions et ce que ça veut véhiculer en termes de process et d'outillage et cetera. Mais c'est pas, les 2 ne sont pas adoptés encore, on va dire à l'échelle internationale. Le VOC encore moins que le CITEM parce que, le CITEM a eu au moins on va dire l'avantage d'avoir été repris par le Gartner pour, Ouais. justement, voilà, Ah ouais. pour être Non, mais publié de c'est une manière un belle peu plus tentative. officielle. Le VOC en France, c'est une belle tentative. Ah oui, oui, carrément, carrément. On utilise un terme qui est pas déconnant, connecté à un truc qu'on connaît, à savoir le SOC, on l'anglicise, en mode voilà, ça va prendre, etc. Non, mais il y avait une belle idée autour de ça. Ouais, parce que moi, quand j'avais entendu parler déjà du VOC, en effet, c'était plutôt dire, il y a le SOC, c'est la défense, le VOC, c'est l'offensif. Mais du coup, si je comprends bien, quand on regarde le terme CTEM, finalement, c'est pas forcément que ça. Mais du coup, on le sait tous, le pentest est mort, donc ça veut dire que c'est pas de l'offensif. Du coup, pourquoi on entend beaucoup parler de ce terme maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de VOC là où avant on avait des scanners qui faisaient déjà bien le boulot? Déjà, c'est le volume, tout simplement. On l'a déjà suffisamment évoqué, hein, déjà, rien que le premier épisode de Backsplash. Souvenez-vous, vous avez fait Backsplash? un Backsplash? Backsplash. Non, c'est vraiment la fin de Il saison, rêve il est déjà de vraiment piscine, c'est la ouais, piscine. ouais. Backsplash. Oh là là, vas-y, Ah, je celle-là, on la dépose garde. le nom. Je la coupe pas au montage. Mais en tout cas, oui, souvenez-vous, sur le premier épisode, on faisait la rétrospective 2025, justement, sur les publications de vulnérabilité, où ça ne fait qu'augmenter. Clément l'a encore évoqué tout à l'heure, ça ne fait qu'augmenter pour la 9e année consécutive. En gros, le rythme de découverte dépasse la capacité à corriger, tout simplement, à échelle humaine. Environ 48 000 CVE en 2025, c'est 20% de plus que 2024. Donc ça fait entre 130 150 nouvelles vulnérabilités à gérer par jour. Sur un grand week-end, ça fait 500 CVE au retour au bureau le lundi matin. Bref, même le NVIDIA américain, il a craqué. Donc depuis le 15 avril 2026, le NIST est en mode triage. Il n'enrichit plus du tout, voilà, les CVE qui sont publiés parce que trop de volume. Pas le Donc si temps. l'institution de référence renonce à l'exhaustivité, l'entreprise lambda
n'a aucune chance sans méthode de tri, un tant soit peu, construite et prêt à régler de base. Et puis j'imagine qu'il y a aussi les systèmes d'information qui ont pas mal évolué dernièrement. C'est-à-dire que c'est plus forcément le bastion qu'on avait avant, donc j'imagine que le VOC permet aussi ça? C'est un peu le deuxième problème. Premier problème, Flo vient d'en parler, c'est il y a de plus en plus de vulnes. Le problème, c'est qu'en plus, les structures, les organisations sont de plus en plus exposées. Maintenant, tu as du cloud, tu as de l'hybride entre le on-premise et le cloud, tu as du SaaS, on fait du déploiement, en continu, du coup des faiblesses en continu. Et en fait, ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des scans un peu trimestriels, mensuels, etc., ça suffit plus vraiment. En fait, on a tellement de trucs partout que ça devient vraiment très compliqué. Donc voilà, c'est une poudrière par rapport à toutes ces vulnérabilités en plus qui sortent. Et puis deuxième petit volet, bon voilà, c'est plus un volet très européen centré, hein, mais t'en as un petit peu parlé sur l'intro, hein, mais la réglementation aussi a beaucoup évolué. Et donc aujourd'hui, dans quasiment tous les textes, hein, si tu fais un combo NIS 2, donc ça c'est la réglementation européenne qui devrait bientôt arriver en France quand nos députés auront fini de voter la loi. Tu as DORA. C'est une réglementation pour tout ce qui est secteur bancaire. Tu as le CRA. Donc là, on parle plus de résilience. C'est pas forcément orienté que cyber, mais il y a forcément le volet cyber dedans. Tous ces textes-là demandent notamment des notifications de failles activement exploitées sous 24 heures pour prévenir les gens, et avec des sanctions derrière, hein, notamment jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial, hein, potentiellement. Donc, qu'on le veuille ou pas, en fait, à marche forcée, hein, la gestion des vulnérabilités devient une obligation légale. C'est plus une bonne pratique optionnelle. Il y a même, je crois, il y a 1 an ou 2, il y a eu un texte de loi, pareil au niveau européen, qui est passé pour tous les fabricants d'IoT, qui doivent obligatoirement se munir d'une politique de divulgation de vulnérabilité, en fait, d'avoir un canal structuré où les gens peuvent remonter des vulnérabilités sur l'IoT, parce qu'on en avait marre, en fait, d'avoir plein de piratages liés à des composants IoT qui étaient pas mis à jour et pas patchés. D'ailleurs, un peu hors sujet, mais il me semble que Nice 2, oui, en effet, ça va devoir s'accélérer au niveau français parce que si j'ai bien compris, l'Europe commence à taper du poing sur la table et évoque des sanctions financières contre la France à ce sujet-là. Du coup, oui, donc si j'ai bien compris, volume ingérable, plus obligation légale, mais qu'on soit clair, en fait, c'est pas forcément trouver les failles le problème, parce que ça, on a toujours su le faire, et puis on voit qu'avec les IA aujourd'hui, c'est encore plus simple. Donc, c'est où que ça coince? Ouais, tu l'as dit, hein, en fait, scanner, so what? OK, En ouais. fait, non, mais c'est un peu le problème, c'est que, tu sais, faut pas moi, je suis très techno-solutionniste sur plein de choses, mais il faut pas non plus être que techno-solutionniste. C'est tout le problème, c'est qu'en fait, empiler des outils qui vont te faire des contrôles plus ou moins récurrents et qui vont te remonter, tout un tas de findings qu'il va falloir ensuite après, aller catégoriser, c'est là tout le problème. Si tu ne prends que cet angle-là, voilà, c'est bien. Ah ouais, super. J'ai un super tableau de bord. Bon, j'ai du rouge partout, parce que j'ai plein d'alertes partout et j'ai plein de findings à aller catégoriser, et cetera. Mais je sais même pas par où commencer. Et effectivement, ouais, ça devient presque contre-productif, quoi. Donc les délais de correction, hein, ce qu'on appelle le MTTR, en fait, il explose, hein. Je crois qu'en ce moment, on est en moyenne à 65 jours du MTTR, et la CISA recommande plutôt 15 jours, quoi. Là où de l'autre côté, on a le time to exploit qui C'est ça. s'effondre Non, mais c'est exactement complètement. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que oui, c'est les courbes inversées et là, du coup, ça peut aller que au casse-pipe, quoi. Le délai OK. d'exploitation, il fond comme neige au soleil et le délai de remédiation, lui, il augmente. Ouais. Du coup, je vais faire le naïf, mais donc le VOC, il arrive dans ta boîte, il patche tout, c'est ça? J'ai bien compris? Alors, pas vraiment, non, parce que, Ah! ça aurait été tellement plus simple. Mais non, parce que, finalement, le VOC, je vais dire le mot qui fâche, c'est de la gouvernance, finalement. Oui, hein, vas-y, parce que, mine de rien, pour que ça fonctionne bien, des process, des workflows, comment on escalade, justement, qui est l'équipe s'occupe de telle techno, sur tel type de machine et bref, tout ça, mine de rien, ça demande
à gouverner, à piloter, à savoir justement qui fait quoi. Donc le VOC, finalement, va se reposer sur ces process-là pour identifier, prioriser et assigner et finalement suivre justement les corrections pour que ça aille, pour qu'on ait un vrai cycle finalement de gestion de la vulnérabilité de bout en bout. Ok, donc je vais passer du naïf au troll, vu que tu parlais de gouvernance. Du coup, vu que c'est de la GRC, ça veut dire que c'est un Word qu'on va créer, puis on va plus jamais le relire. Et puis voilà, c'est ça. C'est un dashboard, on dit il est beau, et on n'en fait rien. Ça peut. Ça peut, tu Oui, peux faire ça. ça peut, ça peut. Après, effectivement, là-dessus, on est d'accord qu'il y a rien de magique, hein, dans le VOC, encore une fois, hein, donc c'est déjà de base, oui, un beau dashboard de base, normalement, on essaye. Mais après, justement, c'est, le but après, c'est, encore une fois, c'est d'insister sur ce côté, en plus d'avoir le dashboard et de pas justement d'avoir cet angle un peu européen, c'est-à-dire de proposer surtout de la doc et de la traçabilité, là où justement, la CISA avec cette nouvelle, vision qu'il a justement de prioriser les vulnérabilités plus intéressantes en mettant des matrices justement de correction, qui sont intéressantes à suivre justement et qu'on devrait prendre en méthodologie aussi. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer librement, heu, côté européen et justement, pour, patcher de manière plus efficace et en tout cas de prioriser. Vraiment là, le sens, c'est surtout de prioriser. Le but, c'est pas d'avoir un dashboard sur lequel on va alimenter, comme disait, Clément tout à l'heure, d'avoir un beau tableau tout rouge où on sait que tout est critique, mais on ne priorise rien du tout. Non, là, le but justement du VOC, c'est vraiment de se dire, comment, on peut prioriser, ces vulnérabilités-là. Ok, d'ailleurs, on va en parler rapidement parce que avec, en effet, minimum 60 000 vulnérabilités attendues en 2026, et la CISA qui dit le CVSS maintenant, c'est plus ce qui est important. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pourquoi le CVSS ça suffit plus? Parce que le CVSS, ça reste de la théorie, de base. C'est-à-dire que, le CVSS, même si ça a été très bien pendant longtemps, en pentest, c'est encore largement utilisé justement pour donner de la criticité, au niveau rapport et cetera, pour de la vulnérabilité. C'est ce qui peut aussi faire bouger certaines lignes et certaines décisions au niveau, COMEX et cetera, hein, parce que c'est aussi des métriques qui fonctionnent encore. Mais le truc, c'est que, les CVSS, encore une fois, ça reste que théorique. Donc si vous pouvez trouver la vulnérabilité 10, notée 10, donc le score maximal de CVSS en interne et si c'est pas, par exemple, si c'est pas exposé sur internet, des fois la vraie criticité, elle tombe parfois à plat, juste totalement ou des fois en dessous de 5, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à être dans les CVSS vraiment mineurs où, il y a pas d'exploitation réelle dans la nature. Heu, du coup, c'est là où justement c'est le problème avec les CVSS, c'est la limite qu'on a avec CVSS, il y a que 2,3 des CVE qui sont notés au-dessus de 7 avec le CVSS et qui sont exploités dans le mois. Donc, il y a pas de et 28 donc des failles qui sont réellement exploitées, au premier trimestre 2025 qui étaient que médium, donc pas critiques aux yeux de CVSS. Donc, ça fait rater potentiellement plein d'exploitations réelles dans la nature. Oui, c'est ça, parce qu'il y a les trucs bas, on va dire, puis tu as de l'autre côté aussi, parce que je vais continuer d'être un troll, hein, c'est mon but, mais aussi tous les chercheurs en sécurité qui, eux, veulent une CVSS pour avoir un beau bug bounty, donc ils vont Ah dire oui. «Oh, qu'est-ce qu'elle est critique, ma faille!» Ah oui. Ah oui, parce que le week-end, quand tu fais le poulet du dimanche et que ta mamie qui demande comment s'est passée ta semaine, c'est quand même beaucoup plus sexy de balancer que tu as trouvé une CVSS critique C'est ça. qu'une Médium, on s'en pauvre fout. CVSS médium. Tout le monde s'en fiche. Tiens, du coup, Clément, tu vas me répondre parce que tout à l'heure, j'évoquais donc moi le SSVC, qui est le nouveau standard demandé par la CISA, mais dans Invoke, on parle aussi de l'EPSS et du catalogue KEV. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire Ouais. plus, Clément? Pour faire le lien avec ce qu'a dit Flo, effectivement, le CVSS, c'est vraiment de la théorie. C'est si ça s'est exploité, voilà en quoi ça va être horrible pour toi. Mais avant qu'on se tape toutes ces vulnérabilités en quantité phénoménale, c'était pas trop un problème. On pouvait se baser sur le CVSS parce que c'était un peu
le risque à courir est peut-être un peu fort, donc on va quand même appliquer la sécurité. Là, on l'a vu, on se fait tellement dépasser avec la quantité de choses à traiter qu'en fait, juste se baser sur une criticité qui reste quand même beaucoup théorique, bah, c'est pas super intéressant. Donc c'est pour ça que de plus en plus, maintenant, on utilise la métrique EPSS. Donc, EPSS, c'est Exploit Prediction Scoring System. C'est géré par le FIRST, qui est encore un autre organisme américain. Et en fait, l'objectif de ce score-là, c'est de prédire la probabilité qu'une faille soit exploitée dans les 30 prochains jours. Voilà, donc tu as différents signaux, threat intel. Pour simplifier un peu le fonctionnement, ils mettent plein de honeypots sur Internet avec les trucs vulnérables et ils vont regarder plein de métriques de voir est-ce que c'est plus ou moins fortement exploité et ça va leur permettre de dire bon bah celle-là, à mon avis, il n'y a pas qu'un POC qui traîne sur Internet vu comment il est en train de se faire exploiter. Alors que celle-là, on a eu 3 tentatives dans le mois et elles ont toutes échoué, donc c'est que c'est pas encore trop au point, ou tout du moins, c'est pas un truc que les hackers essayent d'utiliser. Et donc du coup, la probabilité d'exploitation est à ce moment plutôt faible. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. L'intérêt d'ailleurs de l'EPSS par rapport au CVSS, c'est que l'EPSS, il change. Le CVSS, c'est très rare qu'un CVSS change. Il peut y avoir parfois des révisions de score, mais c'est très à la marge. Souvent, quand ta vulnérabilité, elle sort, elle est à un CVSS de 7 sur 10, donc elle est élevée, je crois, en termes de criticité, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a peu de chances qu'elle bouge dans le temps. L'EPSS, le jour de la sortie, il peut être à 0% ou à 1 ou 2%. Peut-être que 3, 4, 5 jours plus tard, peut-être qu'il va être à 30, 40, puis 60, puis 90%. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est une métrique qui est assez intéressante à suivre et à additionner avec le CVSS, du coup, à prendre en considération avec la criticité théorique. Et le deuxième truc dont tu as parlé, effectivement, c'est le KEV, qui est aussi très souvent utilisé. Donc c'est un catalogue, ça s'appelle le No Exploited Vulnerabilities. C'est toujours la CISA, décidément, hein, qu'est-ce qu'on ferait sans la CISA? C'est la CISA qui s'en occupe. C'est une liste de binaires des failles réellement exploitées dans la nature. Fin 2025, il y avait à peu près 1500 entrées dedans, hein, donc plus 20% sur l'année. 245 qui avaient été ajoutées juste sur l'année 2025. Voilà. Donc c'est très utile aussi à utiliser. S'il y a une entrée dans le KEV, c'est que c'est exploité. Voilà. Ok. Oui, non, puis tu as raison, enfin, pour le CVSS, on peut, en fait, tu as plusieurs vecteurs. C'est assez rare que ça soit révisé, mais une entreprise peut se servir de ce qu'on appelle le temporal score et l'environmental score. On va dire qu'ils sont des petites variables d'ajustement. Mais qui sont très métiers, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais par exemple, c'est vrai que la CVSS, le chercheur, il a dit, bah voilà, le WordPress, il est exposé sur Internet. Donc, au niveau du score CVSS, c'est marqué que c'est exposé sur Internet. Si chez toi, ton WordPress, tu l'as installé qu'en interne, et ben en fait, tu peux venir modifier l'environmental score pour leur dire ah, attention, moi, il n'est pas exposé sur Internet. Donc tout de suite, ça redescend. C'est le souvent score. d'ailleurs la troisième métrique intéressante à prendre en compte. Hein. C'est-à-dire tu prends en compte le CVSS, donc la criticité potentielle de la vulnérabilité, le PSS et le KEV en mode est-ce que c'est réellement exploité en ce moment, et en plus après si tu es capable de voir sur quel endpoint tu as la vulnérabilité, mais cet endpoint là il est plus ou moins important chez nous. Est-ce que c'est le vieux serveur qui va être déprovisionné mais il n'y a plus vraiment de prod dessus, donc bon, si lui il tombe, je dormirai le week-end tranquille versus les joyeux de la couronne où s'il y a le moindre problème de sécurité, bah, là par contre c'est une catastrophe. Et donc du coup des fois si tu fais un peu les trois, et bah, ça te permet en fait de te dire la faille elle est médium, par contre la probabilité d'exploitation elle est à 100% sur un actif ultra critique, donc c'est peut-être plus intéressant de prioriser cette vulne là que la vulne qui est à un CVSS de 9 ou à 10, mais qui a une probabilité d'exploit qui est à 20%, elle est assez faible, et en plus elle est sur un serveur qui est assez peu critique d'un point de vue métier. Bah, du coup, il vaut mieux prioriser la première vulnérabilité. Oui, bah c'est ça. Enfin, j'en parlais avec un collègue récemment qui justement faisait de la classification. Alors lui, il parlait d'un cas qui était avec jQuery, mais nous, en pentest, on croise aussi régulièrement les failles type SSLv3, TLS 1.1 qui sont classées comme critiques, alors que l'exploitabilité est ultra complexe. Donc en fait, avec une CVSS 9.8 d'un côté, EPSS à 1%, bon, bah, forcément, c'est pas la même manière de classifier qu'une CVSS 7 avec 80%. C'est que je crame vraiment le gaz. Exactement.
Ok. Donc en tout cas là-dessus, j'ai bien compris. Alors par contre sur le PSS, je suis juste étonné, t'évoquais qu'ils mettaient des sondes. Pour moi, c'était plus pareil, des petits curseurs un peu partout, un calcul J'ai ultra complexe, mais J'ai essayé de simplifier, il y a pas mal, de ce que j'avais compris dans la partie de l'EPSS, c'est qu'ils avaient pas mal de sources différentes pour faire ouais. les Ok. calculs. Parce que je sais que ça a toujours été nébuleux et que je pouvais pas le refaire moi-même, mais, mais en tout Oui, bah, je pense cas, que c'est un peu l'objectif. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais un peu moins compris, c'est qu'en gros, c'est pour ça que j'ai parlé données potes, c'est qu'en gros, ils essayent de mettre en place des trucs qui soient quand même très terrain, très réel, ouais. ok, très bien. Ok, donc sur la méthode, finalement, il y a tout ce qu'il faut pour faire la classification, hein. Enfin, on a parlé EPSS, CVSS, Kev, tout ce qu'on veut. Mais du coup, qu'on soit clair, et qui peut se payer ce genre de truc? Est-ce que ça tient dans le temps? Et est-ce que c'est que pour les gros groupes? Est-ce que la petite boîte peut se le payer? C'est quoi ce genre de solution? Bah, tu vas avoir essentiellement 2 angles d'approche, hein. Soit tu prends un VOC, en interne, donc là, forcément, en première intention, c'est plus quand même les grandes structures qui, en fait, sont déjà équipées, hein, souvent de CERT et de SOC, donc ils font déjà de la détection d'incidents et de la réponse à incidents, hein. Rappel, hein, les CERT, c'est leur rôle, donc du coup, c'est pas, incongru de se dire qu'ils vont créer une troisième équipe, qui peut même d'ailleurs être composé de membres des autres équipes. Ça peut permettre parfois même de tourner un peu pour éviter la fatigue un peu voilà, parce qu'effectivement, on sait que être analyste SOC, c'est pas forcément rigolo tous les jours. Par contre, passer à la réponse à incident permet de changer un petit peu, mais on reste quand même dans l'environnement de la cyber. Donc forcément, toutes ces grandes structures-là, elles vont avoir la capacité à la fois managériale, financière, et aussi en termes de ressources humaines, bah, de pouvoir mettre en place tous ces process, d'acheter les outils qui vont bien et de mettre en place quelque chose. Et après reste, l'alternative, soit tu prends un SOC managé, soit un VOC. Un VOC managé ou un VOC externalisé, là on va plutôt être pour, les plus petites structures. Hein, donc là en fait, tu vas acheter un service, hein, qui va mutualiser, cette activité-là, donc tu ne seras pas le seul client qui sera, traité par l'entreprise. Ou tu peux même carrément, prendre des consultants, hein, aussi, hein, c'est-à-dire, tu peux commencer, comme on disait, hein, le VOC c'est pas un logiciel, donc juste tu prends, un scanner de vulnérabilité, tu fais des scans récurrents sur tes actifs les plus sensibles et tu as un gars qui va venir, une fois de temps en temps, une fois par semaine, plus, si possible, prioriser, et puis commencer ensuite à contacter les équipes IT, les équipes métiers, les équipes dev, qui sont responsables de tout ça pour, faire en sorte qu'ils corrigent, eh ben c'est déjà ça et c'est mieux que rien, en fait, au Ouais, final. clairement, ouais, ouais. Tout à Puis, fait. c'est une manière de recycler, ces équipes de pentesters justement. Au carreau. C'est ça. Est-ce que tu veux devenir VOC manager? Voilà. OK, donc bon, de toute façon, on sait que c'est comment dire? Dans la cyber, ça fait partie des termes qui apparaissent. Ben, par exemple, on avait antivirus quand j'étais jeune. Maintenant, on va parler d'EPP, puis après on parle d'EDR, puis de XDR. Est-ce que le VOC, c'est encore un de ces termes qui va rester, comme le SOC, ou est-ce que c'est un de ces buzzwords, qui sera finalement, qu'aura disparu, d'ici quelques mois? Le terme VOC, bah, peut-être, passer l'arme à gauche, suite au suite à l'adoption du SITEM, qui a Ouais, potentiellement plus de chances d'être adopté, en tout cas au niveau international et maintenant voilà, en tout cas, mais le but, c'est en fait de par contre, ce qui va être gardé, ça, qu'on soit clair, c'est que, bah, par contre, toute la méthodo et tout le process qui doit être, qui en émane. C'est-à-dire que, là où on avait avant le luxe de pouvoir être réactif à ce qui se passait à l'actualité, donc on avait, bah, notre publication de la CVE du mois, voire de l'année, c'est-à-dire qui était un peu critique à gérer et où on pouvait se prendre le temps justement de patcher tout ça. Et bien, là, on peut plus se permettre. On a plus du tout face au volume qui vient et je pense que la CISA justement donne le là à ce niveau-là, bah, avec, bah, le SSVC justement de se dire parce qu'eux, s'ils ont mis ça en place, c'est justement parce qu'ils ont prévu de plus publier dans le kev. Et le but maintenant, c'est la CISA donne le là pour automatiser ce genre de process de traitement de la priorisation de la vulnérabilité, avec toujours du jus de cerveau derrière et c'est là où le VOC ou le SITEM, après vous le prenez le terme que vous voulez,
finalement va rentrer en place. Donc on passe vraiment de cette logique de réaction, à une logique continue, beaucoup plus orientée finalement sur la résilience, la priorisation du risque, réel aligné sur votre métier, sur votre business, où là justement cette adoption, va peut-être venir encore plus, avec justement, comme on disait tout à l'heure, avec, Nice, DORA et autres réglementations à venir. Je pense qu'ils sont encore, largement, créatifs pour pondre d'autres réglementations au niveau européen, voire à l'international. Non, non, clairement, c'est quelque chose qui va être, de plus en plus, adopté et ça, je n'en fais aucun doute que de toute façon, ça va être vital si on veut pas juste, mourir, hein, d'un point de vue business et Ouais. subir, voilà, Et puis ce qui se passe. si tu reprends le time to exploit qui diminue et le MTTR qui augmente, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Bah oui, de toute façon Et puis Surface Attack qui explose, enfin, dire, oui, oui, c'est ça, tous les ingrédients sont réunis pour que ça se passe mal si tu fais rien. Par contre, exactement. donc moi, globalement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le terme, terme Vogue, il va mourir. Maintenant, est-ce que c'est système qui va rester? Est-ce qu'on va pas changer? Enfin, voilà, il y a, ça, tout bouge, hein, de toute façon, c'est aussi la beauté de notre métier. Par contre, je pense que le besoin, il est là et il va pas baisser. Il y a quelques années, le premier vecteur des cyberattaques, c'était le phishing et tout ce qui était associé au phishing. Et en deuxième, c'était l'exploitation de vulnérabilités connues. J'ai pas les stats de cette année, mais je pense que si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine que l'exploitation des vulnes dans la nature va repasser numéro 1 largement devant le phishing. C'est bataille, on ira vérifier ça plus tard. Au-delà de ça, je pense que le vrai sujet, en fait, c'est par contre l'exécution de ça. Parce que on en a un petit peu parlé, mais je pense que c'est vraiment le truc, c'est que c'est compliqué à faire parce que, comme on l'a dit, c'est pas un soft magique que tu installes et ça y est, maintenant tu as un VOC qui est déployé, youpi, tralala, on y va, en avant Guingamp, on va corriger tout ça et puis ça va être beaucoup mieux. C'est du process humain, il te faut du soft à un moment donné, hein, il te faut des sondes, il te faut des orchestrateurs, des ordonnanceurs, des choses qui vont raffiner la data. Enfin, il y a plein de choses à structurer, et c'est là que ça devient compliqué parce que voilà, c'est cette alchimie à trouver entre process humain, les procédures d'alerte, etc. La bonne identification, un petit peu comme je reviens sur l'article de Synology, mais qu'est-ce qu'on a, qui est responsable de quoi pour pouvoir aussi alerter, parce que c'est bien de détecter des vulnérabilités, mais si tu sais pas à qui il faut les envoyer pour correction, encore une fois, tu es un peu désarmé. Donc tout ça, c'est les vrais risques en fait d'avoir un VOC qui soit mal piloté et que ça devienne une sorte de dashboard supplémentaire que le RSSI n'a pas envie d'ouvrir le lundi matin quand il revient de son week-end, parce qu'il sait déjà. Je veux pas voir ça. Mais j'ai pas besoin de te donner les KPI. Je sais qu'elles sont mauvaises. Voilà, on peut s'arrêter là. C'est pas besoin de donner un chiffre. Il est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on a fait le tour. On est pas mal. Si je résume, pour être sûr que j'ai bien compris. Ouais. Vas-y. Le VOC, c'est pas un produit, c'est pas une techno. C'est une organisation, c'est une discipline d'exécution. Donc en gros, il est aussi efficace que l'organisation qu'il pilote, hein, très clairement. S'il est mal piloté, c'est ce que tu évoquais à l'instant, ça donnera rien. Si c'est un dashboard qu'on met dans un placard, ça donnera rien. C'est du coup pas un produit magique d'exposure management qui fait tout. C'est aussi la manière derrière dont on le traite. Et du coup, si je comprends bien, finalement, quasi toute grande entreprise en tout cas grande entreprise, va être obligée de mettre ça en place juste en termes d'organisation pour dire maintenant on n'a plus le choix, faut qu'on traite comme ça. C'est bien ça? Je pense que c'est bien résumé. Plutôt pas mal. Et c'est cool. Un cool. 8 sur 10 parce que j'ai pas trop aimé un peu les termes que tu as utilisés, mais sinon dans l'idée tu as plutôt bien compris. Ouais, c'est bien. Parfait. Bon, du coup, c'est bon, je peux vendre du VOC. Allez, c'est parti. C'est parti. Déjà, je vais vous remercier tous les deux, messieurs, pour cet épisode du coup de début d'été. Et puis, forcément, je vais dire merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui s'abonnent, qui continuent de s'abonner sur les différentes plateformes. Vous demandez
un peu d'aide éventuellement. Si vous avez de quoi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, si vous voulez mettre des pouces sur YouTube, bref, des boosts, ce que vous voulez, tout ça pour faire en sorte que de plus en plus de monde puisse nous écouter. Et je ne vous dis pas au mois prochain parce que du coup, Backslash va prendre quelques vacances cet été pour revenir avec tout un tas de nouveautés. On ne sait pas encore quoi, du coup, on va pas vous dire qu'il y aura ça, hein, mais très clairement, on s'est dit, il va y avoir des nouveautés, peut-être des nouveaux formats, peut-être des invités, peut-être plein de choses. En attendant, restez curieux, apprenez, bidouillez et partagez. Des bisous. Bonne Salut. soirée.